Le silence de la salle de conférence était écrasant. Un poids que je sentais sur mes épaules, plus lourd que n'importe quel seau de serpillière. Devant moi, la table longue et luisante reflétait les visages tendus des cadres supérieurs, mais tous les regards étaient fixés sur Victor Gérard, l'homme à l'autre bout, le visage déformé par une fureur que je savais fausse. Pierre, l'homme à l'origine de tout cela, le fondateur même du groupe chinois, était debout à ma droite, son port toujours aussi digne malgré le poids des ans. J'avais les mains moites. Il y a encore quelques semaines, j'aurais été derrière un pilier, une serpillière à la main, totalement invisible. Aujourd'hui, j'étais là, sous les feux de la rampe, un témoin silencieux qui s'apprêtait à déchaîner une tempête. C'était une situation insensée, vraiment. Mais bon, rien n'était vraiment sensé dans ma vie depuis combien de temps? 18 ans. Oui, 18 ans que je courais. Flashback, quelques semaines plus tôt. La Défense. Paris. Ce quartier, c'était un peu ma prison dorée, mon camouflage quotidien. Cela faisait 3 ans que je travaillais de nuit au siège parisien du groupe chinois, cette immense tour de verre qui dominait la ville. Mon existence était réglée comme une horloge. Récurer les sols, vider les poubelles, lustrer des surfaces que personne ne remarquait, sauf si elles étaient sales. L'invisibilité, voilà ma devise, ma religion. Mon fils, Étienne, avait 8 ans, et chaque sou, chaque geste, chaque décision, tout était pour lui. La garde était précaire, sa mère et sa famille, des gens avec des avocats et des relations, cherchaient la moindre faille pour me le prendre. Perdre mon travail, c'était perdre mon revenu. Perdre mon revenu, c'était perdre Étienne. C'était la seule chose qui comptait. Le reste, ma vie d'avant, mes souvenirs de Marseille et tout ça s'était enterré. Mais ce soir-là, il y a quelques semaines, tout avait déraillé. Un mardi, je crois? Non, c'était un mercredi. L'immeuble tout entier bourdonnait d'une tension palpable. On attendait l'arrivée de Pierre, le fondateur de 68 ans, l'homme qui avait bâti cet empire depuis rien, parti de Marseille des décennies plus tôt. Officiellement, il venait évaluer Julien, son fils, l'actuel PDG. Mais les rumeurs chuchotaient d'histoires plus sombres. Certains parlaient d'un traître. D'autres disaient qu'il voulait juste rappeler qui détenait le vrai pouvoir. Moi, je voulais juste rester le plus loin possible de tout ça. Mon plan s'est effondré vers 21h47. L'ascenseur de service est tombé en panne, bloquant l'équipe de nuit habituelle. Mon chef m'a appelé par radio. « Michel, tu dois monter au niveau des exécutifs. Il faut faire le ménage avant l'arrivée du président. » Le niveau exécutif, c'était ma zone interdite, mais pas le choix. J'ai pris les escaliers, ma serpillière et mon seau à la main, me promettant que je serais entré et sorti avant que quiconque d'important n'arrive. L'étage des exécutifs, un autre monde. Des marbres polis comme des miroirs, des fenêtres immenses donnant sur Paris, des œuvres d'art qui coûtaient sûrement plus cher que mon petit 2 pièces. J'ai gardé la tête basse, travaillant vite, m'assurant d'être un fantôme. J'avais presque fini, quand, en tournant dans un couloir, je me suis retrouvé nez à nez avec Pierre. Il était seul, s'étant apparemment éloigné de sa sécurité. Plus petit que je l'imaginais, mais sa présence, elle remplissait le couloir, une force tangible. Des cheveux blancs, des yeux perçants, une posture qui témoignait de décennies passées à commander. Derrière lui, j'ai entendu des pas précipités. Ses gardes du corps, réalisant qu'il leur avait échappé, et Julien, le PDG, se dépêchant de le rejoindre. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été une décision. Non. C'était plus profond, quelque chose enfoui si loin que j'avais oublié son existence. Mon corps a bougé avant que mon esprit ne puisse l'arrêter. J'ai posé ma serpillière, redressé ma colonne vertébrale et me suis incliné. Un salut spécifique à un angle précis, accompagné de mots qui n'avaient pas quitté ma bouche depuis 18 ans. Le salut est sorti dans un vieux dialecte marseillais, celui des pêcheurs et des ouvriers des années 70, le genre que les jeunes générations avaient abandonné et que les étrangers ne pouvaient jamais maîtriser.
C'était un signe de profond respect, réservé aux anciens du plus haut rang, et je l'ai prononcé avec une prononciation et une intonation parfaite. Le couloir est devenu silencieux. Les gardes du corps se sont figés, les mains près de leurs armes. Julien s'est arrêté net, son visage passant de la confusion à la suspicion, et quelque chose qui ressemblait à de la peur. Mais c'est la réaction de Pierre qui comptait le plus. Les yeux du vieil homme se sont écarquillés, puis plissés, puis écarquillés à nouveau. Sa main, qui cherchait sa canne, a tremblé légèrement. Il me regardait comme s'il voyait un fantôme. C'est à ce moment-là que j'ai compris mon erreur, trop tard. 18 ans à me cacher et à enterrer chaque trace de mon passé, et je venais de tout exposer avec 4 mots et une révérence. Mon cœur cognait contre mes côtes, tandis que je me redressais, luttant contre l'envie de fuir. Pierre me fixait toujours, et il y avait de la reconnaissance dans ses yeux anciens. Pas de reconnaissance de mon visage, mais de quelque chose d'autre, quelque chose que le vieil homme n'avait pas rencontré depuis très très longtemps. Pierre a parlé en français, sa voix rauque avec l'âge, mais perçante d'autorité. « Qui vous a appris à saluer de cette manière ?» La question était directe, ne laissant aucune place à l'évasion. Je comprenais chaque mot, bien que je n'ai ni parlé ni reconnu cette langue depuis la nuit où j'avais fui Marseille, avec rien d'autre qu'un faux passeport et la promesse de tout oublier. Julien s'est avancé, se plaçant entre son père et moi. « Père, ce n'est qu'un agent d'entretien. Nous devrions retourner à la réception. » Son français était impeccable, son ton condescendant, mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers moi avec une suspicion non dissimulée. Comment un agent d'entretien américain, enfin français maintenant, connaissait-il cette ancienne façon de saluer? Pourquoi son père semblait-il si secoué? Pierre a complètement ignoré son fils. Il s'est rapproché de moi, étudiant mon visage avec l'intensité d'un homme résolvant une énigme qui le hantait depuis des années. « Ce salut, a-t-il dit, en marseillais cette fois, gardant le poids de son autorité, je ne l'ai entendu que d'une seule personne dans ma vie. Pendant 40 ans, il m'a salué exactement de cette façon. Chaque matin, chaque réunion, chaque départ. Personne d'autre ne le connaissait. Personne d'autre ne l'utilisait. Il s'est penché légèrement. Alors je vous le demande encore, qui vous a appris? Mon esprit a couru à travers toutes les options. Prétendre ne pas comprendre, faire l'idiot, dire que je l'avais appris sur YouTube ou d'une petite amie marseillaise. Pierre aurait pu accepter le mensonge ou non. Dans tous les cas, je serais marqué, surveillé, investigué. Mon identité américaine, que j'avais patiemment construite, ne survivrait pas à un tel examen. Ou alors admettre une partie de la vérité, juste assez pour satisfaire la curiosité du vieil homme sans tout révéler. C'était risqué, mais cela pourrait me donner un certain contrôle sur la suite des événements. J'ai choisi la deuxième voie. J'ai grandi à Marseille, et je dis doucement, mon français portant la trace la plus infime d'un accent que j'avais passé des années à effacer. Quelqu'un me l'a appris il y a longtemps. L'expression de Pierre a changé. Le choc s'est estompé, remplacé par quelque chose de plus complexe. Curiosité, calcul, et sous tout cela, une lueur d'espoir qu'il a rapidement réprimée. Il s'est tourné vers son fils et a parlé rapidement en marseillais, donnant des ordres qui ont fait serrer la mâchoire de Julien, manifestement en désaccord. Le PDG a essayé de protester, mais un regard de son père l'a réduit au silence. 2 gardes du corps se sont approchés de moi. Pendant un moment terrifiant, j'ai cru qu'ils allaient nous traîner pour interrogatoire. Au lieu de cela, l'un d'eux a parlé en français avec un accent étranger. « Le président demande votre présence à la réception de ce soir. Vous assisterez au service. » Ce n'était pas une demande. J'ai compris que refuser n'était pas une option. Julien a observé l'échange avec une hostilité à peine dissimulée. Il ne me faisait pas confiance, ne comprenait pas pourquoi son père s'intéressait à un homme de rien qui récurait les sols pour un salaire minimum. Mais il savait aussi qu'il valait mieux ne pas défier son père directement,
surtout devant des subordonnés. Quoi qu'il se passe, Julien découvrirait la vérité à ses propres conditions. Je n'ai rien dit. Je comprenais la suspicion de Julien, je la respectais même. Un bon fils protégeant son père des menaces potentielles. C'est exactement ce que je ferais pour Étienne. Mais je savais aussi que Julien regardait dans la mauvaise direction. Le vrai danger, dans cette pièce, ce n'était pas un agent d'entretien avec un accent marseillais. C'était quelqu'un de beaucoup plus proche de Pierre, quelqu'un qui se cachait à la vue de tous depuis 18 ans. Transition à la rencontre privée, du point de vue de Julien. Julien, lui, se sentait bouillir. Son père avait convoqué cet agent d'entretien pour une rencontre privée. Michel, comme il se faisait appeler. Un simple balayeur qui connaissait une vieille salutation archaïque de Marseille. Ça n'avait aucun sens. Il avait confié une enquête discrète sur Michel à ses équipes de sécurité. Les résultats étaient troublants. Un vide avant ses 18 ans. Pas de photos d'enfance, pas de dossiers scolaires, pas de liens familiaux. C'était comme si l'homme était né à 18 ans, formé, sans passé. Cet homme n'avait rien à cacher. Impossible. Les gens avec rien à cacher ne se dérobent même pas au passé comme ça. Julien s'était approché du bureau de son père, soi-disant pour le prévenir d'un appel important. Mais il n'avait rien fait, s'arrêtant juste avant la porte, pressé contre le mur, son ouïe aiguisée à travers la paroi légèrement entrebâillée. Et c'est là qu'il l'avait entendu. Le nom que son père prononçait, le nom que Michel avait répété, une gorge nouée. Jacques Fournier, son oncle Jacques. Un coup de tonnerre dans son enfance subordonnée. Jacques Fournier, l'homme qui lui avait appris à faire du vélo sur le parking de l'entreprise, qui lui apportait des bonbons de Marseille et lui racontait des histoires de mer. Julien se souvenait d'avoir pleuré à l'enterrement, sans comprendre pourquoi le meilleur ami de son père était tombé d'un bâtiment au milieu de la nuit. Son père avait dit que c'était un accident, qu'on ne pouvait pas le prouver. Julien n'avait pas osé remettre en question la parole de Pierre, mais une graine de doute avait toujours été là. Maintenant, il comprenait encore moins. Jacques avait enquêté sur l'entreprise. Jacques avait été assassiné, et qui que ce soit qui l'avait tué était toujours là, toujours caché, toujours dangereux. Le cerveau de Julien s'était mis à courir à travers les possibilités. Un nom. Victor Girard. L'homme qui avait remplacé Jacques Fournier à la tête des opérations après l'accident. L'homme qui avait été le conseiller le plus fiable de son père pendant près de 2 décennies. L'homme qui, en ce moment même orchestrait quelque chose que Julien commençait à peine à soupçonner. Une vague de nausée l'avait pris à la gorge. Il se sentait trahi, aveugle, et une colère froide montait en lui. Il devait agir, et vite. Retour à ma perspective plus tard. Quelques jours après cette conversation avec Pierre, j'étais toujours un fantôme dans la tour, mais un fantôme dont on connaissait l'existence. La rencontre privée avec Pierre avait été lourde. Il m'avait montré une vieille photo. Jacques et Fournier, plus jeune, moins gamin d'une 12aine d'années, métis sur le port de Marseille. La photo que j'avais brûlée par sécurité il y a des années. Jacques Fournier a pris cette photo. Port de Marseille, 1997, m'avait dit Pierre, sa voix calme. Il me l'a envoyé avec une lettre expliquant qu'il avait recueilli un enfant, mi-français, mi-coréen, abandonné par ses 2 parents. Il m'a demandé si je soutiendrais l'éducation du garçon. J'ai dit oui. Je n'ai jamais rencontré l'enfant, mais j'ai payé sa scolarité de cette année-là jusqu'à la mort de Jacques, 6 ans en tout. Ensuite, les paiements ont cessé et j'ai supposé que le garçon était retourné en Amérique. Pardon, je veux dire qu'il était parti. Il m'avait regardé, ses yeux qui en avaient trop vu pour être trompés. Vous êtes ce garçon. J'aurais pu mentir. Le démenti était sur ma langue. Mais quelque chose dans le regard de Pierre m'en a empêché. Non pas une accusation, mais une tristesse profonde. Ce vieil homme avait perdu son plus proche ami 18 ans auparavant, et il cherchait toujours des réponses. Je connaissais cette sorte de perte mieux que quiconque. J'avais hoché la tête lentement.
Jacques Fournier m'a élevé. Ce n'était pas mon père biologique, mais il était mon père de toutes les manières qui comptaient. Il m'a appris le marseillais, les vieilles coutumes, m'a appris à penser, à observer et à survivre. Ma voix s'était resserrée malgré mes efforts pour la contrôler. Quand il est mort, j'avais 18 ans. Je n'avais rien et personne. Quelqu'un m'a menacé de me tuer si je restais à Marseille, alors j'ai couru. J'ai couru depuis. Pierre s'était penché. Qui vous a menacé? Qui a tué Jacques? J'avais secoué la tête. Je n'ai jamais vu clairement le visage. Il faisait sombre et j'étais caché. J'ai entendu une voix donner des ordres. J'ai vu une silhouette quitter le bâtiment après la chute de Jacques. Mais je n'ai pas pu identifier qui c'était, seulement que c'était quelqu'un de puissant, quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. Jacques enquêtait sur des irrégularités financières avant sa mort. Il m'a dit qu'il était proche de trouver des preuves de détournement de fonds et de vol de technologie. Une semaine plus tard, il était mort et ils ont appelé ça un accident. L'amertume dans ma voix avait 18 ans, mais elle n'avait pas diminué. J'étais jeune, effrayé et seul, alors j'ai fait ce que Jacques m'avait toujours appris à faire face à des situations impossibles. J'ai survécu. Jacques, c'était le seul qui m'ait vraiment protégé. Je me souvenais de l'odeur du sel et du poisson qui flottait autour de lui quand il rentrait du port, même quand il avait passé la journée au bureau. Il me racontait toujours des histoires, pas celles des livres, mais des histoires vraies sur les hommes et la mer, sur la patience et la force. Il m'avait appris que l'on pouvait apprendre beaucoup en observant le mouvement des vagues, en écoutant le vent. Des leçons qui n'avaient rien à voir avec le groupe chinois, mais tout à voir avec ma survie. Parfois, en la nuit, je me repassais le son de sa voix me lisant un vieux recueil de poésie marseillaise, des rimes brutes et vraies, comme lui. C'étaient des moments simples, des instants volés à la précarité, mais qui avaient construit tout ce que j'étais. Le vrai test de mon invisibilité est venu une semaine après cette conversation, lors d'une réunion confidentielle au penthouse de l'entreprise. L'occasion, l'annonce de Pierre concernant sa succession. Seuls les plus hauts dirigeants étaient invités. La sécurité était maximale. Je n'étais pas censé être là, mais Pierre avait insisté sur ma présence, m'affectant au personnel de service, malgré les objections de Julien. La réunion a commencé à 20 heures. Pierre était au bout de la table, s'apprêtant à parler, quand les lumières se sont éteintes. Les alarmes d'urgence ont hurlé, les générateurs de secours ayant refusé de s'activer. Dans l'obscurité, quelqu'un a crié qu'il y avait de la fumée dans l'escalier. Les corps se sont pressés vers les sorties, la panique se propageant parmi ces hommes et ces femmes puissants, peu habitués aux dangers réels. Moi, je n'ai pas paniqué. Mon esprit a basculé dans un mode que je n'avais pas activé depuis des années. Le calme analytique que Jacques Fournier m'avait appris lors d'innombrables séances d'entraînement. Ce n'était pas une vraie urgence. Le timing était trop parfait. Les défaillances trop coordonnées. Quelqu'un avait créé ce chaos dans un but précis, et ce but impliquait presque certainement Pierre. Je me suis déplacé dans l'obscurité, utilisant ma connaissance des plans du bâtiment pour naviguer là où d'autres trébuchaient à l'aveugle. Les sorties principales étaient engorgées de corps, mais je connaissais un autre chemin, un couloir de service qui se connectait à l'escalier et accessible uniquement au personnel d'entretien. J'ai trouvé Pierre adossé à un mur, séparé de ses gardes du corps dans la confusion, et j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai attrapé le bras du vieil homme et j'ai parlé rapidement en marseillais, le dialecte coulant aussi naturellement que si je ne l'avais jamais arrêté. « Suivez-moi! Il y a une sortie que personne ne surveille. Il faut y aller maintenant. » Pierre n'a pas hésité. Peut-être était-ce la langue. Peut-être était-ce l'écho de Jacques Fournier dans ma voix, mais le vieil homme m'a fait confiance immédiatement et complètement. Nous nous sommes déplacés dans le couloir de service, moi en tête, avec la confiance de quelqu'un qui avait mémorisé chaque centimètre de ce bâtiment. Derrière nous, le chaos continuait. Cris, alarmes,
bruit de verre brisé. J'ai tout ignoré, concentré uniquement sur la mise en sécurité de Pierre. Nous sommes sortis à un étage inférieur, loin de l'agitation, où une équipe de sécurité secondaire attendait. Pierre était en sécurité, mais ma couverture était brisée. Dans le feu de l'action, j'avais parlé marseillais couramment, instinctivement, révélant un niveau d'immersion qui allait bien au-delà d'une étude occasionnelle. Les gardes du corps qui nous ont reçus m'ont regardé avec une nouvelle suspicion. Julien, arrivé quelques minutes plus tard, m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Et Pierre a simplement hoché la tête, un petit sourire traversant son visage marqué par l'âge. Quel que soit le test que j'avais passé, je l'avais réussi. Ici, je dois faire ma pause personnelle, mon commentaire de 30 ou 60 secondes. Ah, là, il faut que je fasse une petite pause. Cette histoire, c'est vraiment dingue, non? Je veux dire, on parle d'un type, moi, un simple agent d'entretien, qui pendant des années n'a rêvé que d'une chose, se fondre dans le décor, ne laisser aucune trace. Et d'un coup, juste à cause d'un vieux dialecte et d'une révérence que personne ne comprend, ma vie bascule complètement. Je me retrouve à sauver le fondateur d'un empire financier. Franchement, ça pourrait être le scénario d'un mauvais film. Mais là, c'était ma vie. Et le plus fou, c'est que je ne savais même pas à quel point la vie de mon père, Jacques, était liée à cet homme, Pierre. C'est comme si tout ce que j'avais fui depuis 18 ans avait patienté, tranquille, et avait attendu le moment précis, l'alignement parfait des planètes pour me sauter dessus. On essaie de contrôler sa vie, de construire des murs, et la réalité vient tout balayer. Ça fait réfléchir, vous ne trouvez pas, sur ce qu'on enterre, ce qu'on refuse de voir. Bref, retour à mes moutons, ou plutôt à ma survie. Reprise du récit. 3 jours plus tard, l'attaque est arrivée, rapide et dévastatrice. Des tuyaux anonymes sont parvenus simultanément à la police et aux autorités de l'immigration, alléguant que Michel était un espion industriel qui avait infiltré le groupe chinois pour voler des technologies propriétaires. Des preuves fabriquées sont apparues dans les journaux de sécurité de l'entreprise, montrant Michel accédant à des systèmes restreints la nuit de l'incident du penthouse. Mon dossier d'employé a été signalé pour examen de l'immigration. Mon visa de travail a soudainement été remis en question malgré des années de statut légal et impeccable. J'ai été arrêté chez moi, menotté devant Étienne, qui a hurlé et pleuré alors que des étrangers emmenaient son père. Le visage du garçon, terrifié, confus, trahi, s'est gravé dans ma mémoire alors qu'il me poussait à l'arrière d'une voiture de police. C'était le cauchemar que j'avais passé 18 ans à essayer d'empêcher, et cela se produisait quand même. Les accusations étaient suffisamment graves pour justifier une détention, mais suffisamment minces pour que mon avocat commis d'office obtienne ma libération sous caution dans les 48 heures. Les dégâts, cependant, étaient déjà faits. Je suis rentré dans un appartement qui ressemblait à une scène de crime. Mes affaires fouillées et éparpillées, mon sentiment de sécurité brisé. Une lettre m'attendait sur la table de la cuisine. Notification officielle que mon audience de garde avait été avancée de 2 semaines et que de nouvelles preuves avaient été soumises concernant mon aptitude à être parent. Je suis resté assis dans mon appartement vide cette nuit-là, fixant la lettre, sentant les murs se refermer sur moi. 18 ans de fuite, de cachette, de construction d'une vie à partir de rien. Tout s'écroulait parce que je n'avais pas pu garder ma bouche fermée devant un vieil homme qui me rappelait tout ce que j'avais perdu. Je n'avais pas d'argent pour les avocats, pas de relation avec des gens puissants, aucun moyen de combattre les forces alignées contre moi. Étienne était avec une assistante sociale, un arrangement temporaire qui ressemblait à un enfermement permanent de la pire des manières. Avant notre séparation, le garçon m'avait posé une question à laquelle je n'avais pas pu répondre. « Papa, on va devoir encore déménager. » L'innocence dans cette question, la supposition que fuir était toujours une option, a brisé quelque chose en moi que je ne savais pas encore intact.
J'ai regardé la photographie que j'avais gardée cachée dans mon portefeuille toutes ces années. Pas celle du port de Marseille, mais une autre image. Jacques Fournier debout devant un coucher de soleil, souriant à l'appareil, vivant et entier et ignorant ce qui allait arriver. Je me suis souvenu de la dernière chose que Jacques m'avait dite avant que tout ne s'effondre. Un homme fort ne fuit pas l'obscurité. Michel, il allume une lampe. À l'époque, j'étais trop jeune et trop effrayé pour comprendre. Maintenant, assis dans les ruines de ma vie soigneusement construite, ces mots prenaient enfin tout leur sens. La fuite ne m'avait pas sauvé. La cachette ne m'avait pas protégé. Le passé m'avait retrouvé de toute façon et il continuerait à me retrouver tant que je ne cesserai pas de fuir pour commencer à me battre. Je ne savais pas comment gagner cette bataille. Je ne savais même pas si gagner était possible. Mais pour la première fois en 18 ans, je savais que fuir n'était plus une option. L'obscurité était là. Il était temps d'allumer une lampe. J'étais en train de ranger les dernières affaires d'Étienne quand on a frappé. Il était minuit passé et je n'avais dit à personne mes projets de quitter la ville. L'audience de garde était dans 5 jours et j'avais déjà accepté que je perdrais. Mieux valait disparaître maintenant, emmener Étienne loin des avocats et des tribunaux et des hommes capables de fabriquer des preuves d'un coup de fil. Mieux valait fuir une fois de plus et espérer que le passé ne suivrait pas. J'ai ouvert la porte, m'attendant à un voisin ou peut-être à une autre visite de la police. Au lieu de cela, Pierre se tenait dans le couloir, seul, sans garder du corps ni chauffeur, ni aucun des entourages qui l'accompagnaient habituellement. Le vieil homme semblait plus petit dans la lumière tamisée de l'immeuble, plus vieux, plus fragile, mais ses yeux étaient aussi vifs que jamais. Et il portait une mallette en cuir qui semblait trop lourde pour ses mains vieillies. J'ai fait un pas de côté sans un mot, permettant à Pierre d'entrer. L'appartement était nu, la plupart de nos affaires déjà emballées et prêtes à être transportées. Étienne dormait dans la chambre, heureusement, inconscient du chaos qui avait englouti nos vies. Pierre a observé la scène avec une expression qui pouvait être de la tristesse, de la compréhension, ou les deux. Il a posé la maillette sur la table de la cuisine et l'a ouverte lentement. À l'intérieur se trouvaient des documents, de vieux papiers jaunis par le temps, couverts de textes marseillais que je n'avais pas lus depuis près de 2 décennies. Des photographies accompagnaient les dossiers, montrant des visages que je reconnaissais et d'autres que non. Une image m'a arrêté le cœur. Jacques Fournier, plus jeune que je ne m'en souvenais, debout à côté d'un Pierre beaucoup plus jeune, devant le siège original de Chinois à Marseille. Pierre a parlé doucement, son français portant le poids de la confession. Jacques enquêtait sur Victor Girard il y a 18 ans. Il a découvert que Victor détournait des fonds et vendait notre technologie à des concurrents. Jacques a rassemblé des preuves, préparé un rapport, prévu de me l'apporter directement. La voix du vieil homme s'est légèrement brisée. Il n'en a jamais eu l'occasion. Victor l'a découvert et l'a fait taire définitivement. Il a fait passer ça pour un accident. Une chute du bâtiment de l'entreprise lors d'une nuit de travail tardive. J'ai fixé les documents, mes mains tremblantes. Je savais que Jacques avait été assassiné. Je soupçonnais quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. Mais je n'avais jamais su le nom, jamais eu la confirmation de qui était responsable. Maintenant, en voyant la preuve qui avait été enterrée pendant 18 ans, la figure fantomatique de mes cauchemars avait enfin un visage. Victor Girard, l'homme qui avait tout détruit. Pierre a continué, son regard fixé sur la photographie de son vieil ami. Je savais que Jacques avait été tué. Dans mon cœur, je l'ai toujours su, mais je n'avais aucune preuve. Et Victor était prudent. Je me suis dit que poursuivre la justice sans preuve ne ferait que causer plus de tort. Je me suis dit que protéger l'entreprise que Jacques avait aidé à construire était ce qu'il aurait voulu. Le vieil homme a finalement levé les yeux vers moi, et il y avait des larmes dans ses yeux anciens. Je me suis menti pendant 18 ans. Ce silence est mon plus grand péché. J'ai posé la question qui se formait depuis que Pierre avait franchi ma porte. Pourquoi maintenant? Pourquoi venir me voir avec ça ce soir?
Pierre a fouillé dans son manteau et a sorti une lettre, une seule page, tapée sans signature. J'ai reçu ceci il y a 3 mois, anonyme, posté de Paris. Elle mentionnait Jacques par son nom, les circonstances de sa mort, sous-entendant que la vérité pourrait enfin éclater. Je crois que Victor l'a envoyé lui-même, comme une provocation, confiant que je n'agirais jamais. La mâchoire du vieil homme s'est serrée avec une colère qui semblait consumer sa fragilité. Il s'est trompé. Je suis venu à Paris pour trouver la vérité avant de mourir. Et puis vous êtes apparu, parlant comme un fantôme de mon passé. Et j'ai su que le destin me donnait une dernière chance de faire les choses correctement. J'ai regardé vers la chambre où Étienne dormait, innocent de l'histoire qui avait façonné toute l'existence de son père. Fuir protégerait le garçon d'un danger immédiat, mais cela nous condamnerait tous deux à une vie d'ombre. Étienne grandirait en se demandant pourquoi nous ne pouvions jamais rester au même endroit. Pourquoi son père sursautait à chaque coup frappé à la porte? Pourquoi leur passé était une pièce fermée qui ne pourrait jamais être ouverte? Ce n'était pas une protection, c'était une prison. Je me suis tourné vers Pierre et j'ai prononcé les mots qui allaient tout déterminer. « Que voulez-vous que je fasse? » Le plan s'est mis en place au cours des 3 jours suivants. Pierre a travaillé avec Julien, qui avait passé le temps depuis l'incident du penthouse à mener sa propre enquête sur Victor Girard. Les preuves qu'ils ont rassemblées étaient substantielles. Des dossiers financiers montrant des transactions suspectes, des journaux de communication qui révélaient des schémas de trahison et les documents que Jacques Fournier avait rassemblés avant sa mort. Ce qu'il fallait, c'était un moyen de forcer Victor à se dévoiler, à se révéler devant des témoins qui ne pouvaient être ni achetés ni intimidés. Mon rôle était simple mais crucial. Je devais témoigner de ce que j'avais vécu, de la menace qui m'avait fait fuir Marseille, des 18 années de cachette, du lien avec Jacques Fournier que Victor avait si durement tenté d'enterrer. Mon témoignage seul ne suffirait peut-être pas à condamner Victor, mais combiné aux preuves documentaires, ce serait suffisant pour détruire la façade soigneusement construite de l'homme. L'histoire est revenue en boucle à ce matin-là. La réunion du conseil d'administration avait été fixée un jeudi après-midi, officiellement convoquée pour aborder des préoccupations concernant de récentes failles de sécurité. Chaque cadre supérieur était tenu d'y assister, y compris Victor Girard. Julien avait discrètement informé les autorités, organisant la présence d'agents dans une salle adjacente, prêts à agir une fois les preuves présentées. Tout dépendait de l'erreur de Victor, de la pression de l'exposition le forçant à révéler sa vraie nature. Je suis entré dans la salle de conférence par une porte latérale, escorté par du personnel de sécurité qui avait été informé de mon rôle. Les cadres se sont retournés pour me regarder, la confusion évidente sur leur visage. Qu'est-ce qu'un agent d'entretien faisait dans une réunion de cette importance? Victor Girard était assis près du bout de la table, son expression passant de la surprise au calcul à quelque chose de plus sombre, alors qu'il reconnaissait l'homme qu'il avait tenté de détruire. Pierre s'est levé et s'est adressé à la salle avec l'autorité d'un homme qui avait bâti des empires. Il y a 18 ans, mon plus proche ami et collègue le plus fiable a été assassiné à notre siège de Marseille. Sa mort a été jugée accidentelle et j'ai accepté cette décision parce que j'étais un lâche. Aujourd'hui, je corrige cette erreur. Il a fait un geste vers moi. Cet homme a été élevé par Jacques Fournier. Il a été menacé de silence après avoir été témoin des conséquences de la mort de Jacques. Aujourd'hui, il parle. Je me suis avancé et j'ai commencé à parler. J'ai décrit ma vie avec Jacques Fournier, l'enquête que Jacques avait menée. La nuit où tout a changé, j'ai expliqué comment j'étais caché dans le bâtiment lorsque Jacques est tombé. Comment j'avais vu une silhouette émerger de la scène. Comment une voix dans l'obscurité avait promis de me tuer si jamais je parlais de ce qui s'était passé. Ma voix était ferme, mes mots précis, mes 18 années de silence se brisant enfin comme un barrage. Victor s'est levé de son siège, son visage tordu par l'indignation. C'est absurde. Vous croyez la parole d'un criminel, d'un homme qui a été arrêté pour espionnage il y a quelques jours seulement.
J'ai servi cette entreprise fidèlement pendant des décennies. Je ne me laisserai pas calomnier par un agent d'entretien avec une histoire fabriquée. Julien a parlé pour la première fois, sa voix froide de la fureur d'un fils qui avait enfin compris à quel point il avait été trahi. Les accusations d'espionnage contre Michel ont été abandonnées, les preuves ont été fabriquées et remontent à des comptes que vous contrôlez. Il a sorti une tablette et a affiché une série de documents sur l'écran principal de la salle. Ce sont des emails d'il y a 18 ans, récupérés sur des serveurs archivés. Ils montrent des communications entre vous et nos concurrents concernant la vente de technologies propriétaires. Les horodatages coïncident exactement avec la période où Jacques Fournier menait son enquête et avec la nuit de sa mort. La couleur a quitté le visage de Victor. Il a cherché des alliés du regard, quelqu'un qui pourrait le soutenir, mais n'a trouvé que des regards hostiles. Les autres cadres prenaient déjà leur distance, sentant le vent tourner. Victor avait passé 2 décennies à construire son réseau d'influence, mais les réseaux s'effondrent rapidement lorsque le centre ne tient plus. Pierre a porté le coup final. J'ai été silencieux trop longtemps, Victor. Je vous ai protégé par mon inaction, vous ai permis de prospérer pendant que Jacques pourrissait dans une tombe. Cela prend fin aujourd'hui. Il a fait un signe de tête vers la porte latérale, qui s'est ouverte pour révéler 2 policiers attendant dans le couloir. Aujourd'hui, je choisis la justice. Victor a tenté de courir. Il a fait 3 pas avant que le personnel de sécurité ne lui bloque le passage, le forçant à reculer vers le centre de la pièce. L'exécutif posé avait disparu, remplacé par un homme désespéré dont le monde soigneusement construit s'effondrait autour de lui. Il est tombé à genoux, me regardant avec des yeux sauvages. Je peux vous payer tout ce que vous voulez. De l'argent, un poste, n'importe quoi. Dites-leur simplement que vous vous êtes trompé. Dites-leur que vous n'avez rien vu cette nuit-là. J'ai regardé l'homme qui avait détruit mon enfance, qui avait assassiné mon père, qui avait passé 18 ans à jouir du fruit de ses crimes. Pendant que je me débrouillais comme agent d'entretien et que je luttais pour garder mon fils. La rage était là, brûlante dans ma poitrine, exigeant satisfaction. Personne dans cette pièce ne m'arrêterait si je choisissais d'agir. Victor méritait la douleur, méritait la souffrance, méritait tout ce que j'avais enduré et bien plus encore. Mais à travers la fenêtre derrière Victor, je pouvais voir le hall d'entrée loin en dessous. Étienne était là, assis sur un banc, attendant que son père sorte du bâtiment qui avait défini leur vie d'une manière que le garçon ne comprendrait jamais pleinement. 8 ans, innocent, confiant. Ce que je ferais à cet instant façonnerait l'homme que mon fils deviendrait. J'ai reculé devant Victor et j'ai prononcé les mots que Jacques Fournier m'avait appris il y a longtemps. L'homme le plus fort n'est pas celui qui détruit son ennemi, c'est celui qui sait quand lâcher prise. J'ai tourné le dos au visage implorant de Victor et j'ai marché vers la porte. Il est à vous maintenant. Faites de lui ce que la loi exige. Qu'auriez-vous fait à ma place? C'est une question qui me hante encore. 1 mois plus tard, je me tenais devant l'école d'Étienne, attendant la dernière sonnerie. Les accusations contre moi avaient été entièrement abandonnées. Mon casier judiciaire était vierge, ma garde d'Étienne confirmée par un juge qui avait examiné les nouvelles preuves et jugé les allégations précédentes sans fondement. Victor Girard était en attente de son procès, ses avoirs gelés, sa réputation détruite. L'entreprise qu'il avait essayé de voler avançait sans lui. Pierre m'avait offert un poste, chef des opérations et de la sécurité, le même rôle que Jacques Fournier avait occupé avant sa mort. J'avais refusé le poste à temps plein, mais accepté un arrangement de consultant à temps partiel. Je voulais être présent pour Étienne, rattraper les années de peur et d'instabilité pour enfin donner à mon fils l'enfance que j'avais moi-même été privé. Pierre avait compris. Avant que je ne quitte son bureau ce jour-là, le vieil homme m'avait dit des mots qui resteraient avec moi pour toujours. Ce n'est pas le dialecte marseillais qui a figé tout le monde cette nuit-là. C'est le passé que vous avez survécu. Jacques n'a pas pu se sauver, mais il vous a sauvé. Et maintenant, vous vous êtes sauvé vous-même.
La sonnette a retenti et les enfants ont déferlé hors du bâtiment. Étienne a aperçu son père et a couru vers moi, son sac à dos rebondissant, le visage rayonnant de la simple joie des retrouvailles. Je l'ai serré dans une étreinte qui a duré plus longtemps que d'habitude, sentant la réalité solide de la présence de mon fils, le poids de tout ce que nous avions survécu ensemble. Alors que nous marchions vers la maison, Étienne a levé les yeux avec curiosité. « Papa, tu fais quoi comme travail maintenant? » J'ai souri, un vrai sourire, sans défense, libéré des ombres qui m'avaient hanté si longtemps. J'aide les gens à garder ce qui est important. Nous avons continué dans la rue, père et fils, marchant dans une ville qui ne ressemblait plus à un territoire ennemi. Ma colonne vertébrale était droite, mes yeux calmes, mon pas mesuré. Pour la première fois en 18 ans, je ne fuyais pas, je ne me cachais pas, je ne prétendais pas être quelqu'un que je n'étais pas. Pour la première fois en 18 ans, Michel n'était plus invisible. Mais aujourd'hui, je ne sais pas vraiment. Parfois, je pense que c'était la seule voie possible, le seul moyen de briser le cycle de la peur. D'autres fois, je me demande si j'ai fait le bon choix pour Étienne, si ce chemin pavé de souvenirs douloureux et de révélations déchirantes était vraiment meilleur que la fuite éternelle. J'ai la garde de mon fils, Victor est derrière les barreaux, l'entreprise est en sécurité. Tout semble rentrer dans l'ordre, n'est-ce pas? Mais le silence de la nuit, parfois, me rappelle la fragilité de tout ça, la ligne mince entre la lumière et l'obscurité. La vie est comme ça, je suppose. Jamais vraiment simple, jamais complètement parfaite. Mais au moins, elle est à moi. Et à Étienne, c'est déjà beaucoup.